Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Flon, je suis secrétaire général de l'U2P des Hauts-de-France et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de ce webinaire avec les intervenants également. Donc, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre 5e webinaire consacré à un cycle concernant la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs, des territoires de façon générale. Et aujourd'hui, nous allons parler de reconversion professionnelle et d'emploi. Nous sommes en direct pour 2 heures maximum sur cette plateforme Livestorm. Sur cette plateforme, vous pourrez du coup poser vos questions aux intervenants dans l'onglet questions en bas à droite. Et si vous avez d'autres questions qui ne sont pas des questions aux intervenants, vous pouvez les poser dans le bouton chat. Excusez-moi. Sur cette plateforme, du coup, vous pourrez également accéder aux présentations des intervenants. Donc, à chaque fois qu'une présentation sera chargée, vous pourrez la télécharger, un bouton va apparaître. Ce webinaire est également enregistré et il sera ensuite proposé à la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Je vais maintenant vous présenter de façon succincte l'U2P des Hauts-de-France ainsi que les différents intervenants qui vont vous présenter différents sujets liés à la transition professionnelle à l'emploi. Donc, c'est quoi l'U2P? L'Union des entreprises de proximité. Alors, l'Union des entreprises de proximité, c'est une des 3 organisations patronales françaises. C'est une organisation interprofessionnelle qui représente toutes les entreprises de proximité, donc les entreprises de l'artisanat, du commerce de proximité et également toutes les professions libérales. Donc elle rassemble le plus grand nombre d'entreprises en France, à peu près 3,5 millions. Donc elle est constituée de 4 familles. La famille des métiers du bâtiment, des travaux publics et du paysage, à travers la CAPEB, donc le syndicat des artisans du bâtiment, et la CNATP, donc pour les travaux publics. La deuxième famille représente tous les métiers de service et de fabrication, la CNAMS, donc la Confédération des métiers de service et de fabrication. La troisième famille, ce sont tous les métiers de bouche, les métiers d'alimentation, à travers la Confédération générale de l'alimentation de détail. Et la quatrième famille, bien sûr, toutes les professions libérales, donc ce sont les métiers du droit, les métiers de la santé et les métiers qu'on appelle cadre de vie et technique. Donc cette famille est représentée par l'UNAPEL, l'Union nationale des professions libérales. En Hauts-de-France, nous représentons 190 000 entreprises, 400 métiers différents et les 2 tiers des entreprises de la région. Nos missions principales sont essentiellement autour du dialogue social, mais également, bien sûr, de défendre les intérêts de ces entreprises de proximité, de représenter tous les employeurs indépendants de la région, de promouvoir l'économie de proximité auprès de tous les acteurs régionaux et également de tous les pouvoirs publics et également des médias. Et également, bien sûr, nous proposons des mesures adaptées aux entreprises de proximité, comme actuellement pour la crise énergétique, où l'U2P a négocié toutes les aides en faveur des TPE. En Hauts-de-France, du coup, l'U2P, c'est une équipe de 3 permanents, avec un secrétaire général, une chargée de mission et une chargée de communication. Et vous pouvez nous suivre essentiellement sur nos réseaux sociaux, comptes Facebook, LinkedIn et Twitter. Au cours de ce webinaire, nous allons parler du coup de reconversion professionnelle et d'emploi. Donc, nous aurons une première intervention de la part de Monsieur Christopher Sulanowski, qui travaille à Transition Pro Hauts-de-France et qui va nous parler des différents dispositifs de reconversion professionnelle et d'accompagnement, bien sûr, à la transition professionnelle, donc pour exercer une nouvelle activité, un nouveau métier. Ensuite, je passerai la parole à Monsieur Cyril Gréau de la direction emploi du Conseil régional, qui va nous parler de la mission Proche Emploi portée par la région. Ensuite, nous aborderons les missions locales de l'emploi dans la région avec M. Duhamel de la REFI et Mme Vickert, du coup, comme exemple, comme témoignage pour la mission locale de l'arrondissement de Saint-Omer. Et enfin, nous terminerons avec Hatim El Kabli de la Chambre des métiers des Hauts-de-France qui nous parlera d'apprentissage, d'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville et porté par la Chambre des métiers de la région. Donc, je vous propose maintenant de passer la première présentation de Monsieur Christopher Sulanowski pour Transition Pro. C'est à toi, Christopher. Bonjour à tous, merci, bonjour Sébastien, je te remercie de l'invitation, je remercie aussi l'U2P de nous avoir invités afin de présenter nos différents dispositifs au service de l'économie de proximité. Donc voilà, est-ce que je peux avoir ma présentation, Sébastien? Ouais, merci. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aborder de façon succincte, parce que je pourrais faire très long, les différents dispositifs. Donc il y a 4 dispositifs à destination des entreprises au service de l'économie de proximité.
Tout d'abord, je vais présenter en quelques mots ma structure, me présenter aussi, ce que je n'ai pas encore fait, les 4 dispositifs et surtout comment les mobiliser et quel financement. Donc moi, je me présente, donc Christopher Suanowski, responsable développement et innovation au sein de Transition Pro Hauts-de-France. L'équipe est composée, mon équipe est composée de chargés de développement. Donc, le service est tout nouveau et tout récent. En fait, il a 2 ans. L'équipe développement et innovation a 2 ans au sein de Transition Pro. Et on s'adresse particulièrement aux employeurs, aux entreprises. C'est un peu un changement de direction par rapport à l'ancien FONGECIF. Donc, le Transition Pro a été fondé sur les bases de l'ancien FONGECIF depuis le 1er janvier 2020. Et à l'époque, on ne s'adressait qu'aux salariés. Aujourd'hui, on a 2 portes d'entrée, le salarié, je vous donnerai les coordonnées pour que les salariés puissent contacter nos services, et aussi les entreprises et les employeurs, afin de développer nos dispositifs au sein de l'entreprise. Donc, mon équipe est composée d'une chargée de mission régionale que je vous donnerai les contacts en fin d'intervention et de 4 chargés de développement qui sont sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Et leur but de tous les jours, c'est de rencontrer les entreprises de tout le territoire, interpro, et aussi de lier des relations partenariales. Donc, Transition Pro de France existe depuis le 1er janvier 2020. Nous sommes donc l'ancien FONGECIF. Notre but premier est d'accompagner et de financer la reconversion professionnelle des salariés du secteur privé. On est chapeauté au niveau national par Certif Pro. Donc, il y a 18 antennes nationales, donc sur 18 régions différentes. Donc, nous sommes bien Transition Pro Hauts-de-France pour l'ensemble de la région Hauts-de-France. Donc, notre périmètre d'intervention, c'est l'ensemble de la région. Et nous avons 5 antennes territoriales. Alors, nos antennes territoriales, nos espaces territoriaux, donc on est à Lille. À Lille, donc vous allez retrouver l'espace territorial, mais aussi le siège, donc à Marc-en-Barœul. Nous avons une antenne à Saint-Omer pour tout le littoral, à Amiens pour toute la Picardie, à Arras et à Valenciennes. Donc, je vous ai mis les contacts. N'hésitez pas à télécharger mon document ou même après à m'appeler directement ou m'envoyer un mail pour toute question. Mais donc, ça, c'est bien l'entrée salariée sur cette slide. Donc, tout salarié qui veut des renseignements auprès de Transition Professionnelle afin de changer de métier, afin de se reconvertir, doit appeler le 03 59 61 62 63. Je vous ai aussi mis les adresses des différentes antennes. Donc, je vais vous présenter les 4 dispositifs. Et là, j'ai mis une certification, mais je vais vous parler aujourd'hui des 4 dispositifs que sont le projet de transition professionnelle, la validation des acquis d'expérience, le dispositif transition collective qu'on appelle Transco, le dispositif démissionnaire, et aussi on intervient sur la certification CLEA. Nous donnons la certification dans nos commissions. Donc, ce qui est important aussi de comprendre chez Transition Professionnelle, c'est qu'on est un organisme paritaire. C'est-à-dire que tous nos dossiers passent devant une commission paritaire qui valide le projet, que ce soit pour le PTP, la VAE, Transco, le démissionnaire ou la certification CLEA. Alors, j'ai mis cette slide qui est très importante sur tout dossier de financement, les critères d'appréciation pour la validation d'un dossier, notamment pour notre dispositif central qui est le PTP et le deuxième Transco. Chaque dossier, en fait, la commission paritaire, donc qui réunit des organisations patronales et organisations syndicales représentatives, vont étudier 3 critères. La cohérence du projet de transition professionnelle présenté, la pertinence du parcours de formation et les modalités de financement, et surtout les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. C'est-à-dire qu'un dossier, pour qu'il soit financé, il doit être monté, il doit être préparé par le salarié et ou l'employeur. Sans ces 3 critères, les dossiers peuvent avoir un refus financier. Voilà, c'est très important, mais je vais vous expliquer aussi, nous accompagnons les salariés, les entreprises au montage du dossier, notamment sur ces 3 critères, et aussi ce qui est le plus important aux yeux de la reconversion professionnelle, c'est les perspectives de retour à l'emploi, selon les territoires. Voilà, c'est un critère primordial qu'il ne faut jamais oublier. Tout d'abord, donc le projet de transition professionnelle. Donc le projet de transition professionnelle, pour faire simple, pour ceux qui nous ont pas suivis sur ces 2 dernières années, c'est en fait le reste du CIF. Voilà, le congé individuel de formation, pour faire très simple, c'est transformé en PTP, en projet de transition professionnelle. La grande différence, à aujourd'hui, maintenant, le PTP est mobilisable toujours par le salarié sur un projet individuel,
mais il peut être aussi mobilisé dans le cadre de l'entreprise sur un projet commun entre l'entreprise et le salarié. Alors, à qui s'adresse le PTP? Le PTP s'adresse donc aux salariés du secteur privé, les CDI, les CDD et les intérimaires et intermittents du spectacle. Il est à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur. Alors, 2 portes d'entrée et toujours 2 services au sein de Transition Pro. Si c'est à l'initiative du salarié, c'est directement le numéro que je vous ai fait voir sur la slide précédente. Si c'est à l'initiative de l'employeur, c'est directement avec moi et mon équipe et on mobilise le dispositif. Dans tous les cas, la formation doit être une formation certifiante enregistrée au RNCP. Et l'organisme, forcément, je le reprécise, mais doit être Calliope. Avoir le certificat Calliope et la formation être inscrite au RNCP. Pourquoi changer de métier et quel est le rôle de Transition Pro? Le fait de changer de métier peut avoir une initiative personnelle ou professionnelle avec son employeur afin de changer de métier soit à l'externe, donc sur un autre secteur d'activité, soit à l'interne, au sein de son entreprise. C'est possible, les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maçon, voilà, si un maçon peut devenir chef d'équipe, donc se former, c'est bien un changement de métier. On va regarder un critère pour le changement de métier qui est primordial pour nous, c'est le changement de code ROM. Voilà. Dès qu'il y a un changement de code ROM, c'est une reconversion professionnelle, on est capable d'intervenir sur un de nos dispositifs. Le but, ce n'est pas de savoir quel dispositif, pour moi, il ne faut pas chercher quel dispositif est adapté à la personne, mais c'est en fait, quel est mon projet? Est-ce que je suis en reconversion? Adressez-vous à nos services. Et là, nous, on vous renseigne sur quel dispositif sera le mieux adapté pour vous, pour votre entreprise, pour votre reconversion professionnelle. Très important. Je vous les présente, mais ne cherchez pas à savoir quel dispositif est adapté. Téléphonez-nous, contactez-nous. Du moment qu'il y a une reconversion professionnelle, un changement de code ROM, on va vous renseigner sur le meilleur dispositif adapté à vos besoins. Le rôle de Transition Pro est d'instruire le dossier de financement et de vérifier la qualité du projet afin de passer le dossier en commission paritaire. Donc, l'ensemble des salariés de Transition Pro France, on est des techniciens, on n'est pas décideurs de dossiers. En revanche, on monte les dossiers avec vous afin de les présenter pour une réussite à la commission paritaire. Donc, on va attribuer des financements sur le coût pédagogique, sur la rémunération et sur les frais annexes. Donc, c'est ce qui est important quand je parle de rémunération, mais je vous présenterai la slide tout à l'heure. On intervient sur un maintien de salaire. Donc, voilà. Et l'employeur peut refuser l'accès au début de formation, mais il n'a pas le droit de refuser le projet. C'est-à-dire qu'il peut faire qu'un report de 9 mois. Toute personne qui veut faire un projet de reconversion au sein de Transition Pro, son projet peut aboutir, son employeur ne peut pas le bloquer, il peut juste reporter le délai de début de formation en justifiant de l'activité nécessaire à l'entreprise. Quelles conditions pour réaliser un projet de transition professionnelle? Donc, les salariés en CDI doivent respecter, et les salariés en CDD doivent respecter des conditions pour accéder au dispositif de financement. Donc, le salarié en CDI doit avoir au moins 24 mois d'ancienneté consécutifs ou non en qualité de salarié et minimum 12 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail. L'ancienneté s'apprécie à la date du départ en formation du salarié, très important. Pour les salariés en CDD, l'ancienneté doit être d'au moins 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié au cours des 5 dernières années. Donc voilà, on agit sur les deux, le salarié en CDI et le salarié en CDD. Sur le salarié en CDD, il faut qu'il y ait 4 mois en CDD au cours de la dernière année au minimum. Et il faut que lors de la demande de formation, la demande de financement de formation, le salarié soit encore en contrat en CDD. C'est les conditions minimum pour nous envoyer un dossier de financement sur le projet de transition professionnelle, mais aussi sur le dispositif transition collective sur lequel je vous présenterai tout à l'heure. Quelles conditions pour réaliser un projet de transition professionnelle pour les intérimaires et pour les intermittents du spectacle? C'est un peu plus complexe, j'ai essayé de simplifier ma slide. Pour les intérimaires, c'est 1800 heures d'intérim, dont 600 heures dans l'entreprise, sur une période de 18 mois. Pour les intermittents du spectacle, c'est du cas par cas. Il vaut mieux contacter directement nos services au numéro sur lequel je vous ai indiqué sur la première slide. Quelle démarche et quelle étape?
Tout simplement, un salarié qui veut aujourd'hui donc faire un projet de transition professionnelle donc sur le PTP, la porte d'entrée, c'est notre site internet, donc sur www.transition-du6hautefrance.fr. En haut à droite, mon espace, on crée son espace, on commence à en remplir sa fiche d'inscription. C'est la première étape. Deuxième étape, contactez-nous par mail, contactez-nous par téléphone. On organise régulièrement des réunions d'information collective à destination des salariés pour savoir comment monter son dossier de financement. Et notamment, c'est le rôle des référents parcours chez Transition Professionnelle qui va guider finalement le salarié dans le montage de son dossier. Très important, quand on s'adresse à nos services, et de toute façon, c'est le rôle de notre accueil et c'est le rôle des réunions d'information, si le projet professionnel n'est pas abouti, on va guider le salarié vers le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les salariés des Hauts-de-France, c'est le groupement Évolution. Pour les cadres, c'est l'APEC. Donc, on va guider vers le CEP et le CEP, le salarié va être avec le CEP afin de définir son projet professionnel. Une fois que son projet sera défini, il va revenir nous voir, nos services. Voilà. La partie CEP n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillée parce qu'elle est regardée aussi dans chaque commission paritaire. Très important à respecter les délais de dépôt de dossier. Le dossier doit être dans nos services 3 mois avant le début de formation. Donc, le dossier doit être reçu dans nos services 90 jours avant le début de formation et la demande d'absence à l'employeur doit être adressée dans les 4 mois avant le début de formation. Les démarches et les délais à respecter pour le salarié pour réaliser son projet de transition professionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut avoir un report du congé par l'employeur, mais dans la limite de 9 mois. Il ne peut pas avoir de refus de l'employeur, il peut juste y avoir un report. Il faut respecter les conditions d'ancienneté et les conditions de demande d'absence. Voilà. S'il n'y a pas les conditions d'ancienneté, s'il n'y a pas l'autorisation d'absence de l'employeur, le dossier ne peut pas avoir une sortie positive en commission. La prise en charge du PTP, du projet de transition professionnelle, on va être sur une prise en charge maximum de 12 mois sur la formation, ce qui représente 1200 heures. 2 conditions sur le coût pédagogique. On doit respecter un coût horaire maximum de 27,45 € hors taxe de l'heure et un plafond annuel de 18 000 € hors taxe. C'est 2 conditions cumulatives. Si c'est au-dessus, il y aura un reste à charge. Donc, si c'est un dispositif qui est mis à l'initiative du salarié, le reste à charge sera dû au salarié. Si le dispositif est réalisé par l'employeur, le reste à charge sera à l'employeur. Il peut avoir des cofinancements possibles sur certains dossiers, par rapport notamment aux OPCO. On travaille beaucoup avec les OPCO pour avoir des cofinancements. Notamment actuellement, donc on est en train de conventionner avec l'OPCO EP pour qu'ils viennent participer au coût pédagogique des dossiers de financement afin de guider nos bénéficiaires vers leur métier. Donc, notamment, l'économie de proximité, l'OPCO EP encadre beaucoup d'entreprises adhérentes à l'U2P notamment. Donc, actuellement, il peut y avoir des cofinancements possibles. Si les 18 000 € hors taxe ou le 27,45 € de l'heure n'est pas assez pour financer la totalité du projet, voilà, certains OPCO peuvent intervenir. Mais dans tous les cas, ces dossiers de cofinancement s'adressaient aussi à nos services. Ce n'est pas aux salariés d'aller faire les démarches tout seul. C'est nous, on met à disposition la possibilité d'avoir des cofinancements sur certains secteurs d'activité, sur certains métiers. La prise en charge de la rémunération, donc elle est de 100%, donc la prise en charge de la rémunération, donc le maintien de salaire 100% de la rémunération si la rémunération est inférieure à 2 SMIC bruts et 90% si la rémunération est supérieure à 2 SMIC bruts. Voilà, on rembourse, donc c'est bien l'employeur qui continue à payer son salarié et l'employeur nous fait la demande de remboursement de son salaire par rapport à la prise en charge qui a été validée en commission paritaire. Et il peut aussi avoir des frais annexes mis en place sur le dossier pour notamment les forfaits kilométriques. Alors là, on va dire c'est un peu des calculs de savants et c'est en fonction du nombre de kilomètres de la formation par rapport au lieu de travail. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de détails parce que chaque dossier est particulier. Mais voilà, c'est une possibilité aussi d'agir sur les frais annexes quand le salarié part en projet de transition professionnelle. Donc, prise en charge du coût pédagogique, prise en charge des coût pédagogique, prise en charge des salaires et intervention sur les frais annexes pour le PTP.
Deuxième dispositif, donc je fais assez rapide parce que le temps est compté, veuillez m'excuser. Le dispositif démissionnaire, donc nouveau dispositif qui a été mis en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour les salariés du secteur privé qui justifient 5 ans d'activité professionnelle au cours des 60 derniers mois. Alors c'est très important, c'est un dispositif qui n'est pas très connu. On n'en fait pas beaucoup de publicité, hein, finalement, même nous, mais par contre, c'est un dispositif qui monte en flèche dans les demandes. À aujourd'hui, en 2022, on a eu un peu plus de 1440 dossiers démissionnaires. En 2021, on était plutôt sur 1200. Et dans toutes les régions de France, ce dispositif monte en flèche. Mais attention, je préviens les employeurs et les salariés, avant de lancer une démission, adressez-vous à nos services, parce qu'au début, on a eu quelques catastrophes. Il ne faut jamais démissionner et s'adresser à nos services. Il faut d'abord s'adresser à nos services, voir si la personne est éligible, surtout, parce qu'il y a des conditions, 5 ans d'activité professionnelle, s'il y a 2 mois d'arrêt dans les 5 ans, bah, le dispositif ne peut pas être mis en place. Et en fait, nous, on va, on atteste du caractère réel et sérieux du projet de démission. Donc, la démission doit avoir un projet de formation derrière ou un projet de création d'entreprise. Actuellement, sur les plus de 1400 dossiers l'année dernière, on était aux alentours de 75% des projets qui étaient liés à une création d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de salariés qui démissionnent afin de présenter un projet pour une création d'entreprise. Nous, on atteste du caractère réel et sérieux du projet, on valide et ensuite, c'est aux salariés d'aller s'inscrire à Pôle emploi et c'est Pôle emploi ensuite qui prend le relais. On n'a aucun lien finalement dans ce dispositif financier. On a juste une attestation sur un projet qui est sérieux et tout ce qui est financier, après, se passe avec Pôle emploi. Donc, je ne peux pas en dire plus sur la prise en charge de Pôle emploi là-dessus, sur ce dispositif, mais c'est un dispositif qui est de plus en plus utilisé. C'est pareil, comme j'ai dit, ne vous lancez pas dessus, contactez nos services, parce que des fois, en fait, finalement, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent pour le dispositif démissionnaire, mais en fait, on leur conseille plutôt de faire un PTP, donc de se former avant, et ensuite seulement de faire un dispositif démissionnaire. Voilà, nos dispositifs sont complémentaires et on a cette expérience et ce professionnalisme pour pouvoir conseiller et renseigner au mieux le salarié et l'entreprise. La VAE, la validation des acquis d'expérience, donc c'est un dispositif qu'on a financé, qu'on a arrêté de financer, qu'on refinance. Voilà, on va financer l'accompagnement à la VAE pour l'ensemble des salariés intersectoriels. Donc, que ce soit à l'initiative toujours du salarié ou de l'employeur. Toujours la même porte d'entrée, notre site internet, transitionpro-hdf.fr, espace personnel, demande de VAE. La VAE doit valider un diplôme inscrit au RNCP, même condition que le PTP. Alors pour qui? Pour tout le public salarié justifiant au moins d'1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée. Donc on ne demande pas 1 an d'expérience, on ne demande pas un an d'expérience sur un poste, sur le poste actuel, mais 1 an d'expérience en relation avec la certification visée. C'est très important. Voilà. Le financement de Transition Pro, donc c'est bien un forfait de 2 000 € par dossier et par salarié. Alors pourquoi faire une VAE aujourd'hui? 3 entrées possibles, que ce soit pour l'employeur et pour le salarié. Donc la VAE va permettre peut-être d'accéder à une formation d'un plus haut niveau, donc valider par exemple un Bac+2 pour arriver sur faire une formation, un Bac+3, c'est pareil, on utilise la VAE avant un projet de PTP ou de transition collective. C'est le fait pour réduire les parcours de formation et vraiment s'appuyer sur les compétences et l'expérience des salariés. Deuxième entrée possible, reconnaître les compétences des collaborateurs. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs sont entrés avec un niveau de diplôme. Ça fait 20 ans qu'ils ont de l'ancienneté, qu'ils ont fait différents postes, mais on n'a jamais reconnu leur diplôme. Donc, c'est aussi une preuve de marque de confiance de l'employeur de mettre à disposition ce dispositif pour ses salariés, surtout quand on a beaucoup d'ancienneté et quand on voit rentrer tous les jours des jeunes à Bac+3, Bac+4, Bac+5 ou des CAP, des BEP, etc. La personne qui a 20 ans peut-être n'a pas de diplôme ou très peu et soit voilà, pour reconnaître son travail effectué au sein de l'entreprise, lui permet d'accéder à un vrai diplôme. C'est toujours valorisant pour l'entreprise, pour le salarié et pour les compétences. Et troisième entrée, de plus en plus, en tant qu'entreprise,
vous recrutez sans diplôme ou sans expérience sur le poste et vous formez sur le poste de travail. C'est une réelle chance pour vous de pouvoir recruter des personnes sur des savoir-être, mais le savoir-faire, vous l'apprenez. Et demain, si vous recrutez en disant « ben, moi, je vous forme sur le terrain », et demain, dans 1 an, 2 ans, vous accédez à un diplôme et que la personne n'a jamais eu de diplôme, c'est vraiment un gage de marque employeur pour le recruter finalement au sein de vos entreprises. Donc, utilisez la VAE afin de valoriser les compétences de vos salariés, mais valoriser aussi votre recrutement en disant « moi, je vous forme et demain, je vous amène sur une certification, un diplôme ». Troisième dispositif, je ne sais pas si Sébastien, combien me reste de temps, je suis, est-ce que ça peut… 5 minutes, ok, merci, j'allais vite. Le dispositif transition collective, un dispositif très récent, hein, qui a 2 ans, donc qui s'adresse, c'est un dispositif spécifiquement employeur là et pas salarié. Il est mobilisable que par l'employeur à destination du salarié. Pour qui? Pour les salariés, toujours CDI, CDD, intermittent et intérimaire. Pourquoi mettre en place transition collective? Parce que l'entreprise fait face à une mutation, une évolution finalement de ses compétences et de ses métiers au sein de l'entreprise. Le dispositif transition collective, pour prendre un peu de raccourci, mais il n'est pas fait que pour les entreprises en difficulté, mais aussi il est fait pour les entreprises qui se portent bien et qui ont eu des évolutions de leurs compétences à terme par rapport à des nouveaux marchés, un contexte réglementaire. Transition collective, j'ai mis juste une slide pour l'entreprise, pour le salarié, quel bénéfice. Donc pour l'entreprise, à anticiper l'avenir, accompagner les salariés, recruter sur des métiers porteurs et retrouver des perspectives et de la trésorerie. Pour le salarié, financer une reconversion sécurisée, être acteur de son parcours professionnel, développer ses compétences et construire un nouveau projet de vie sur son territoire ou au sein de son entreprise. Le dispositif transition collective peut être mobilisable soit pour des reconversions à l'externe, mais aussi pour des reconversions à l'interne. En revanche, on est toujours sur le volontariat du salarié et le choix du salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui décide de passer ses 5 maçons en chef d'équipe, il met en place le dispositif transition collective. Les 5 maçons peuvent dire non, ça ne m'intéresse pas, et garder leur poste de maçon. Si les 5 disent oui, ils rentrent dans le dispositif, ils se forment. En revanche, à la fin, l'employeur veut les faire passer chef d'équipe, ils ont cette possibilité en interne, mais ils peuvent aussi toujours regarder à l'externe. Voilà, c'est pour avoir le contexte réglementaire et juridique du dispositif. À la fin, c'est le choix du salarié. Soit il prend la proposition de son employeur, soit il va voir à l'externe. C'est pour ça que ce n'est pas un dispositif que pour les entreprises en difficulté, et j'insiste bien là-dessus. Sur les entreprises en difficulté, forcément, la reconversion va se faire automatiquement à l'externe. Et dans ce dispositif transition collective, on va regarder aussi les 3 critères qu'on a dit tout à l'heure, et notamment les perspectives de retour à l'emploi. Et on accompagne le salarié du A à Z dans le montage de son dossier, mais surtout là, c'est un dispositif employeur, et c'est moi et mon équipe, on accompagne l'employeur de A à Z, donc du premier rendez-vous à dernier remboursement de salaire sur le dispositif. Ce qui est très important de comprendre par rapport au PTP, ce dispositif va beaucoup plus vite à mettre en place. On est capable de le mettre en place en 2 semaines. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 mois et 4 mois pour le dispositif PTP. Aujourd'hui, un dispositif transition collective, en 2 semaines, on peut le mettre en place, on peut passer le dossier en commission, le salarié part en formation dans 2 semaines. La différence, c'est qu'on double les plafonds de prise en charge pour le dispositif transition collective. On n'est pas sur 12 mois, mais sur 24 mois et 2400 heures maximum de formation. Et on n'est pas sur 18 000 euros, mais on est sur 36 000 euros. Donc 18 000 euros annuels, 36 000 euros sur 2 ans. Prise en charge des salaires et charges, c'est ma slide, je pense, suivante. Après, donc là, je vais vous donner quelques exemples, c'est sur le contexte. Voilà, il peut y avoir une mutation conjoncturelle, évolution technologique, mutation économique, transition digitale, transition énergétique. Je ne l'ai pas mis, mais c'est très important actuellement. Tous ces contextes-là, avec ces contextes-là, vous êtes capable de mobiliser le dispositif transition collective. Et ensuite, il faut contexte, changement de métier, formation, RNCP. Et on a la possibilité de mettre en place le dispositif transition collective. Deux entrées possibles sur le dispositif classique transition collective où le salarié, à la fin de sa formation, revient sur son poste de travail, il n'y a pas de rupture de contrat. Et le deuxième dispositif, la deuxième application, c'est le transco congé de mobilité
où là, on prévoit la rupture du contrat de travail. Donc, 2 dispositifs dans Transco, le classique, congé de mobilité. On garde le salarié revient sur son poste de travail. L'autre, ça prévoit la rupture du contrat de travail. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'explications sur ces 2 dispositifs-là. Je vais très rapidement. Sur la prise en charge, pour les entreprises de moins de 300 salariés, je pense qu'il concerne une majorité des entreprises aujourd'hui et dans le réseau de l'UDP, c'est une prise en charge à 100% du coût pédagogique et 100% des salaires et charges sur les mêmes plafonds que je vous ai dit tout à l'heure, donc 24 mois maximum, 2400 heures, et la prise en charge de la rémunération, on est sur 2 SMIC bruts à 100%, au-dessus c'est 90%. Donc voilà, c'est une des prises en charge exceptionnelles sur ces dispositifs. Coût pédagogique, rémunération, frais annexes pour les entreprises de moins de 300. Plus l'effectif sera élevé, comme vous le voyez sur la slide, moins la prise en charge sera forte. Voilà. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, la prise en charge peut aller de 40 à 70% sur le coût péda et la rémunération. La dernière slide, donc là, ici, c'est vos contacts entreprises. C'est mon équipe. Donc, vous me retrouvez en bas à gauche, hein, Christopher Szymanowski. Vous avez Benjamin Burneau qui est sur Saint-Omer et tout la Côte d'Opale, Générosa Gongalves sur toute la Picardie, Véronique de Jong sur tout l'Artois et le Valenciennois. Et sur l'île actuellement, donc on a quelqu'un qui a quitté ses fonctions dernièrement. Pour l'instant, pour tout projet sur la métropole lilloise, vous me contactez directement. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. J'ai été très rapide. Sur le dispositif transition collective, ce n'est pas un dispositif complexe à mettre en place. C'est très simple. On vous accompagne de A à Z. Donc, l'équipe que vous avez en face, là, sur cette slide, on vous accompagne de A à Z sur la mise en place du dispositif. Il faut juste un contexte, un changement de métier et une formation inscrite au RNCP et vous pouvez être éligible à ce dispositif. Voilà, j'ai fait un peu le tour, Sébastien, de ce que je voulais dire. J'ai certainement oublié pas mal de choses par rapport au timing. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si tu veux que j'apporte des précisions. Merci beaucoup, Christopher. Il n'y a pas de questions. On a un petit peu. On va passer bientôt à la présentation suivante. Je fais juste une remarque complémentaire. Donc, merci pour cette présentation très claire et pour ce que vous faites pour les entreprises et les salariés. C'est des dispositifs super sécurisants pour les salariés et ça donne envie de changer de métier, moi, je dis. Voilà. Juste pour vous dire aussi que là, on n'a pas la possibilité de vous présenter des retours d'expérience de gens qui ont changé de métier grâce à la reconversion, grâce à Transition Pro. Mais sachez que sur notre chaîne YouTube, mes collègues vont mettre le lien dans le chat, on a réalisé l'année dernière, au mois de juin, un webinaire avec l'ARACT sur la qualité de vie au travail. Et ça concernait justement des témoignages d'entreprises qui étaient passées dans les métiers de l'artisanat. Donc, ça nous concerne vraiment dans la précision de l'économie de proximité. Voilà, donc mes collègues vont mettre le lien dans le chat. Ouais. Et du coup, vous aurez 4 témoignages d'entreprises. Alors, actuellement, nous, on a des témoignages, mais c'est hors, finalement, de l'économie de proximité. Donc, en termes de montage vidéo, on va amplifier ça cette année pour essayer d'en faire sur différents secteurs professionnels, et notamment les vôtres, en fait, pour avoir des témoignages qui sont beaucoup plus parlants qu'un technicien comme moi qui intervient en webinaire. Merci beaucoup, Christopher. Donc, je vais passer la parole également maintenant à Cyril. Donc, Cyril était également intervenu lors de ce webinaire avec l'ARACT pour présenter également Proche Emploi. Donc, Cyril, je te passe la parole pour que tu nous présentes du coup le dispositif Proche Emploi de la région Hauts-de-France. Merci Sébastien. Vous m'entendez bien? C'est bon? Enfin, pas de souci? Oui. Ok, donc je vous remercie pour votre invitation et puis me permettre en tous les cas de présenter notre intervention auprès des entreprises et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Donc effectivement, je me présente Cyril Gréau, je suis responsable de projet au sein de la direction de l'emploi donc à la région Hauts-de-France. Voilà, je vais passer. Simplement vous dire que qu'afin de répondre aux enjeux de développement économique, la région Hauts-de-France, par son président, Xavier Bertrand, et par son vice-président, Laurent Rigaud, en charge de l'emploi et de la formation, ont souhaité afficher une direction de l'emploi au sein de la collectivité. Il était en fait nécessaire d'élargir notre périmètre d'intervention, de devenir une direction de l'emploi et pas uniquement être identifié juste sur le dispositif Proche Emploi.
Donc aujourd'hui, au sein d'un pôle entreprise et emploi, nous sommes 3 directions, la direction de l'emploi, la direction des entreprises et la direction de la transformation de l'économie régionale. Nous sommes regroupés en fait sous la bannière Hauts-de-France Entreprises. Cette bannière aujourd'hui nous permet de proposer une offre de services globale tournée vers les entreprises. Voilà. Nos actions, alors en tous les cas, la direction, elle s'affiche sur une double approche, à la fois l'accompagnement des entreprises sur le volet RH et l'accompagnement des publics vers l'emploi grâce aux relations territoriales avec les partenaires emploi, formation, insertion dans les territoires tels que Pôle emploi ou les missions locales. Notre principale action vise à favoriser en fait l'accès à l'emploi de tous les publics. En 2022, l'ensemble des plateformes ont permis à peu près 6000 personnes d'avoir un entretien en entreprise, parce que c'est important aussi que les personnes puissent avoir des entretiens, et à 3160 personnes de trouver une solution CDI, CDD ou alternance. Pour répondre aux besoins RH des entreprises, je vais me fier selon une enquête Pôle emploi établie dans le cadre des besoins en main-d'œuvre, c'est la BMO 2022. À peu près plus de 50% des recrutements sont jugés difficiles. L'année dernière, c'est près de 2500 entreprises qui nous ont confié leur poste à Proche Emploi. Je vous présenterai ensuite le dispositif des plateformes. Concernant la marque employeur, l'année dernière, nous avons organisé 23 temps d'échanges dans les territoires avec à peu près 1200 personnes inscrites. Alors on est parti du constat que 89% des candidats font des recherches sur l'entreprise avant de postuler sur une offre d'emploi et que 78% des candidats qui postulent le font suite à des informations positives sur l'entreprise. Alors, comme l'a évoqué tout à l'heure Christopher dans sa présentation, la marque employeur, aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour les grandes entreprises, mais c'est réellement devenu incontournable pour les entreprises de toute taille. C'est un moyen important de se faire connaître comme une entreprise où il fait bon travailler. Et enfin, la marque employeur, c'est 3 enjeux pour les entreprises. 1, recruter des compétences. Attirer des compétences. 2, fidéliser ses collaborateurs. Et 3, c'est maîtriser sa réputation. Alors, dans le cadre de cette démarche marque employeur, on a été accompagné par la PEC et par la CCI. Enfin, informer sur les métiers, c'est aussi sensibiliser les demandeurs d'emploi sur les métiers aujourd'hui difficiles à recruter, mais aussi sur les métiers de demain. C'est pourquoi nous sommes amenés à déployer différentes actions pour faire connaître les métiers qui recrutent. Nos espaces Proche Info Formation déployés sur l'ensemble de la région Hauts-de-France ont accueilli plus de 8000 visiteurs sur différents ateliers ou entretiens individuels. Et chaque année, on organise 2 temps forts régionaux sur l'information des métiers. Pour vous présenter les 23 plateformes Proche Emploi, je vous propose d'abord une présentation juste par un petit film. La plateforme Proche Emploi, donc c'est une plateforme qui est là pour répondre aux besoins des entreprises du territoire. Il y a encore de nombreuses entreprises qui ont des difficultés de recrutement sur le secteur. En l'occurrence là, il s'agit d'une entreprise dans le domaine de l'immobilier
qui a du mal à pourvoir les postes. Donc on est là vraiment pour pouvoir les accompagner. Définir le besoin avec eux, bien comprendre en fait les compétences dont ils ont besoin au niveau des profils. Et puis ensuite, on va faire le relais avec l'ensemble des partenaires du territoire, qui sont Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et encore d'autres associations et d'autres partenaires, pour qu'on puisse en fait faire la promotion des besoins de recrutement des entreprises auprès de l'ensemble des partenaires, afin que chacun puisse venir positionner des demandeurs d'emploi qu'on va ensuite présélectionner. Ce qui m'a vraiment plu au niveau de Proche Emploi, c'est que j'ai eu le sentiment d'avoir des interlocuteurs qui parlaient le même langage que moi, qui avaient cette culture ressources humaines qui est importante, et où j'ai eu le sentiment d'avoir des collaboratrices qui connaissaient leurs candidats, qui avaient pu vraiment faire une approche déjà ciblée. Ce qui fait qu'on est dans une approche où on va gagner du temps, mais surtout où en termes de valeurs, de culture, parce que Proche Emploi connaît ses clients et connaît le métier, connaît notre façon de travailler, va davantage cibler les candidats et aussi donner aux candidats l'envie de postuler chez nous. Voilà. Et ça, c'est précieux. Madame Leperque savait parfaitement ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin en termes de compétences. J'ai rapidement pu interpréter son besoin, comprendre vraiment ce qu'elle recherchait. Et à partir de là, on a lancé tout ce qu'on pouvait pour l'accompagner, parce qu'il y avait une vraie difficulté pour Madame Leperque qui ouvrait une nouvelle agence, qui avait besoin d'un nouveau collaborateur. Donc on a dû déployer pas mal de choses, aussi bien nos partenariats que les réseaux sociaux, les job boards. On a dû vraiment diffuser un maximum le besoin. On a échangé avec beaucoup de candidats, on a essayé de leur faire comprendre ce qu'était le métier, quels étaient les enjeux, quel était le challenge à relever, et on a réussi à détecter un potentiel. Donc Jérémy qui a pu intégrer l'entreprise très rapidement derrière et donner satisfaction. Cyril, je suis désolé, j'étais obligé de couper votre micro parce qu'il Oui. y avait retour de son du coup. Je demanderai aux autres intervenants de couper leur micro pendant les vidéos, s'il vous plaît. Pas de Sébastien. Ok, je reprends la présentation après ce petit film. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons une organisation territoriale de nos 23 plateformes Proche Emploi. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir une proximité en lien avec les entreprises. Si voilà, il y a un besoin spécifique, un contact spécifique avec une plateforme, n'hésitez pas, à la fin, je vous laisserai mes coordonnées par mail et je pourrai vous mettre en relation avec une plateforme. Donc, notre cible aujourd'hui, c'est la TPE, PME, voilà, donc pour les entreprises inférieures à 50 salariés. C'est 67% aujourd'hui des offres sont nées sur des entreprises petites et moyennes, et à peu près 30% des entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés. Et 80% de nos offres sont issues du marché caché. Alors, quand je parle de marché caché, ce sont des offres aujourd'hui qui ne sont pas connues, des partenaires emploi, qui ne sont pas diffusées par Pôle emploi. Voilà, l'objectif, c'est d'aller là aujourd'hui où les partenaires ne sont pas, c'est de venir en complément des actions qui sont déjà menées dans les territoires. On a une mobilisation aussi de nos chefs de file métiers. Nos chefs de file métiers, ce sont des ambassadeurs, des chefs d'entreprise ou des DRH, ambassadeurs Proche Emploi. Aujourd'hui, plus de 1200 ambassadeurs collaborent avec nous et sont présents aussi dans les animations de circuits courts. Les animations de circuits courts, ce sont des temps d'échange entre les chefs d'entreprise et les jeunes. On n'est pas forcément sur du recrutement, mais on est plutôt sur du conseil auprès des jeunes, de l'information auprès des jeunes. Et l'année dernière, c'est plus de 900 jeunes qui ont été présents pendant ces réunions. Nos plateformes aujourd'hui ont une gouvernance locale, et dans la gouvernance locale, à la fois on retrouve des élus du territoire qui partagent aussi le fonctionnement de la plateforme, un élu de la région
mais aussi, et ce qui est important, c'est qu'est présent aussi un chef d'entreprise. Voilà, donc la volonté, c'est vraiment de répondre aux besoins et aux attentes du territoire, et que cette plateforme aujourd'hui soit animée par aussi un chef d'entreprise. Enfin, le deuxième dispositif aussi, ce sont les proches infos formations, donc même chose, pour plus de proximité avec les entreprises et les demandeurs d'emploi. Nous avons déployé sur l'ensemble de la région 24 proches infos formations. Ce sont des lieux d'accueil et d'information sur la formation, sur les métiers. C'est permettre aussi un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi à la recherche d'une formation ou d'un projet professionnel. On mène des actions et des animations collectives pour informer sur les métiers, mais c'est aussi un dispositif pour accompagner et aider les entreprises voilà, sur des sujets plutôt liés cette fois-ci à la formation. En route pour l'emploi, j'en parle, hein, c'est plutôt destiné aux demandeurs d'emploi, mais ça me paraît important aussi que ce dispositif soit connu, parce que demain, si en entretien, vous avez une personne qui vous dit « Ok, le poste est intéressant, par contre, voilà, j'ai pas de véhicule pour venir, les moyens de transport collectif n'existent pas, ou alors avec des horaires qui ne te permettent pas de prendre le train ou le bus », c'est la mise à disposition pendant la période d'essai d'un véhicule, voilà, pour les personnes pendant 2 mois, et c'est un prêt véhicule pour 1 € par jour. Voilà, j'ai fait un peu le tour rapidement de ce dispositif, de la direction emploi, et je vous remercie de votre attention. Vous avez voilà, notre adresse, mon adresse mail. N'hésitez pas si vous avez un besoin en recrutement, si vous souhaitez être recontacté ou autre, je ferai le lien avec la plateforme dans le territoire. Merci beaucoup, Cyril. Du coup, on a un petit peu de temps, et comme on n'a pas de questions, je vais moi t'en poser quelques-unes. Est-ce que tu as des retours chiffrés par rapport à l'emploi de proximité, à l'économie de proximité, c'est-à-dire combien d'entreprises de moins de 20 salariés vous avez accompagnées, pour lesquelles vous les avez aidés à trouver les compétences qu'elles recherchaient? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, on a aidé à peu près plus de 3000 plus de 2500 entreprises l'année dernière. Sur les 2500, voilà, à peu près un tiers étaient des petites et moyennes entreprises. Petite entreprise, puisque près de 70%, ce sont des PME, donc de moins de 150 salariés. C'est vraiment notre cible aujourd'hui, parce que dans les grandes entreprises, il y a un service RH. Aujourd'hui, on souhaite véritablement accompagner les petites entreprises, parce que voilà, aujourd'hui aussi les chefs d'entreprise, la tête dans le guidon, n'ont pas forcément le temps de recruter. Donc on les accompagne réellement à prendre l'offre d'emploi, à rédiger l'offre d'emploi, à diffuser, à faire les premières sélections des candidats, et à transmettre les CV qui intéresseraient l'entreprise et qui correspondraient au mieux aux besoins de l'entreprise. On sait aujourd'hui, on est sur un marché de travail difficile, avec des difficultés de recrutement importantes. On estime à peu près aujourd'hui que 70% des recrutements ont lieu, c'est-à-dire qu'on trouve une solution pour l'entreprise. Merci Cyril. Il y a une question de Sylvie. Bonjour Sylvie. Sylvie demande si le prêt de véhicule, c'est également pour les jeunes chauffeurs. Oui, oui. Tant qu'ils ont le permis, il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est également pour les jeunes chauffeurs. Et quels sont les métiers en tension dans l'économie de proximité en ce moment? On va dire tous.
Malheureusement, ouais. Auparavant, c'est vrai qu'on pouvait identifier des métiers, on pouvait se dire voilà, tel métier était en tension. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que effectivement, que ce soit dans les métiers de bouche, que ce soit dans les métiers du bâtiment, on rencontre effectivement aujourd'hui des difficultés de recrutement. Voire même auparavant dans le tertiaire, on avait moins de difficultés. On commence aujourd'hui aussi à avoir ces difficultés. Et puis aussi, ça va dépendre du territoire. On a aujourd'hui des territoires où on est à moins de 5% de taux de chômage. Ça veut dire aussi que ce territoire rencontre encore plus de difficultés aujourd'hui parce qu'il y a moins de demandes aujourd'hui sur des territoires. On a un petit souci, c'est sur la restauration. Il y a ces triple peines. Après la crise Covid, les problématiques de recrutement de salariés dans ces entreprises et maintenant la crise énergétique. On ne sait pas s'il va rester beaucoup de restaurants dans le paysage. Oui, on en a conscience. Il y a aussi une task force qui s'est mise en place au niveau de la région, aussi Hauts-de-France, pour mettre en place des dispositifs d'aide à disposition des entreprises. Et on dit d'ailleurs chez nous également que s'il y a de moins en moins de restaurants, il y aura de moins en moins de lieux pour les artisans, les salariés du bâtiment pour déjeuner le midi. Donc ça pénalise également les autres entreprises. Ouais. Ouais. Comme pendant la crise sanitaire Covid, où les restaurants étaient fermés, où effectivement ces entreprises et ces salariés rencontraient de sérieuses problématiques en tous les cas. Et comment vous travaillez avec les autres dispositifs sur la région qui s'occupent également de l'emploi, de trouver des salariés aux entreprises? On a, alors nous de toute façon aujourd'hui, on a une offre d'emploi par le biais d'une entreprise. On diffuse l'offre d'emploi à tous les acteurs et partenaires du territoire qui accompagnent des publics. Donc, on travaille avec eux. Aujourd'hui, il y a des réunions de travail qui se mettent en place au sein des territoires. Comme je disais tout à l'heure, si on accompagne une entreprise qui est déjà accompagnée par Pôle emploi ou par une mission locale ou autre, on n'a pas de plus-value de toute façon. Chacun rencontre les mêmes difficultés. L'objectif, c'est se dire, aujourd'hui, il y a des entreprises il y a tellement d'entreprises aujourd'hui de TPE dans les territoires, elles ne sont pas forcément en contact avec un partenaire et un acteur. C'est vers ces entreprises qu'il faut aller, c'est vers ces entreprises qu'il faut aller rencontrer les chefs d'entreprise, discuter avec eux, voir leurs problématiques. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas eux, ils n'ont pas forcément le temps de faire les démarches, ils sont peut-être pas tous au courant de ce qui existe aujourd'hui dans les territoires. Donc notre objectif, c'est aussi d'aller en complément de ce qui est fait par les autres acteurs, style Pôle emploi, mission locale ou les maisons de l'emploi. Très bien. C'est bien, c'est ce qu'on répète, hein, c'est pas en concurrence, c'est en complément. Les dispositifs sont complémentaires. Voilà. À la fois sur l'information, sur l'orientation, sur la formation, sur la reconversion et sur la recherche d'emploi. Oui, tout à fait. Et après, on a déjà travaillé, on travaille régulièrement avec Pôle emploi. Lorsqu'il y a une difficulté réelle de recrutement dans l'entreprise, on y va ensemble, on unit nos forces, on unit nos dispositifs pour trouver des solutions. L'objectif, c'est pour ça que je ne parle pas de concurrence, parce que l'objectif est bien de répondre à des besoins RH des entreprises parce que ça bloque leur développement, parce que ça empêche en tous les cas de travailler. Donc il faut qu'on trouve des solutions et c'est vraiment l'objectif principal, c'est d'unir à un moment donné nos moyens, nos outils pour répondre à ces difficultés de recrutement. Très bien. Merci beaucoup Cyril. Merci pour cette présentation. Merci pour ces explications, ces précisions complémentaires. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe à la présentation d'Antoine Duhamel et de Virginie Vicart, donc qui vont nous parler des missions locales de l'emploi sur le territoire et du coup également du lien potentiellement avec d'autres organismes tels que Proche Emploi. Voilà, cette complémentarité. Donc, c'est à toi, Antoine. Merci beaucoup, Sébastien. Effectivement, le réseau des missions locales, des maisons de l'emploi et des plis travaillent très régulièrement avec Proche Emploi. Ils sont d'ailleurs parfois même dans les mêmes locaux, dans les mêmes bâtiments.
ce qui permet une vraie relation en direct. Et puis comme c'était noté, dès que l'une des deux structures repère ou a connaissance d'une entreprise qui est en mal de recrutement, eh ben, on se met ensemble pour trouver une solution. Alors, pour me présenter très rapidement, donc, Antoine Duhamel, donc, je suis chargé de mission sur la relation aux entreprises, l'emploi et la clause d'insertion au sein de l'AREFI qui est l'Association régionale des élus pour la formation, l'insertion et l'emploi en Hauts-de-France. Donc, le nom est assez long, mais ces missions sont assez simples. Elle coordonne, anime et représente à la fois le réseau des missions locales des Hauts-de-France, donc les 42 missions locales du territoire des Hauts-de-France, les 24 maisons de l'emploi et les 28 plis qui sont sur le territoire des Hauts-de-France au sein des 5 départements. Ça représente autour de 2000 collaborateurs dans les Hauts-de-France, avec une répartition territoriale très dense. Comme vous pouvez le voir sur la carte de gauche, quasiment l'intégralité des communes de la région des Hauts-de-France est couverte par une mission locale, à l'exception de 3 communes. Et c'est plus de 800 points d'accueil qui ont été développés par le réseau des missions locales, avec une volonté de proximité à la fois des jeunes, puisque les missions locales accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans, et également, effectivement, une proximité auprès des entreprises, puisqu'on le verra, les missions locales ont des services disponibles auprès des jeunes, mais également des services disponibles auprès des entreprises. Et l'AREFI, c'est également, effectivement, la représentation du réseau des PLI, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, qui porte les clauses d'insertion sociale, donc qui sont des obligations lors des marchés publics. Et son réseau de facilitateurs accompagne justement les entreprises à sourcer et à recruter des personnes éligibles, des personnes éloignées de l'emploi. Pour donner quelques chiffres des actions et de l'impact des missions locales dans le territoire des Hauts-de-France, on était en 2021 à 127 000 jeunes accompagnés, dont sur ces 127 000 jeunes, 41% ont accédé à un emploi au cours de cette année. Ça peut être un emploi, on considère un contrat d'alternance, puisqu'effectivement, il y a un vrai développement des recrutements sur l'alternance au sein du territoire des Hauts-de-France, mais de manière plus générale sur le territoire national. Donc 8500 jeunes qui ont démarré un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais c'est également aussi 46 000 jeunes qui ont accédé à un emploi, donc type CDD, CDI, et ça représente finalement au sein du territoire des Hauts-de-France pour l'année 2021, et c'est le chiffre qui est assez intéressant, 96 000 contrats pourvus, c'est-à-dire que 96 000, non pas entreprises, mais opportunités de travail, ont trouvé finalement une solution via le réseau des missions locales sur le territoire des Hauts-de-France. On a au sein du réseau des missions locales une vraie volonté de proximité auprès des entreprises, d'avoir un maillage le plus fin possible, à la fois pour les jeunes qui peuvent être en difficulté de mobilité, mais également des entreprises qui peuvent parfois se sentir démunies au sein de leur territoire avec des aménités et des services publics de l'emploi peut-être un peu trop distants. Je te coupe la parole 2 secondes, Antoine, s'il te plaît. Enfin, excuse-moi. Il y a des petits bruits parasites autour de ton micro, je pense. Alors, je suis désolé pour les bruits parasites. Je vais couper. Voilà. Et ben justement, ça va être l'occasion de lancer la vidéo et justement, on va laisser un conseiller mission locale parler de l'offre de service mission locale à destination des jeunes. Bonjour, je suis Bernard Détailleur, conseiller en insertion professionnelle depuis 5 ans à la mission locale. Aujourd'hui, je suis à ton service pour t'offrir toutes les chances de réussite. Tu veux gagner en autonomie, trouver un emploi, ton premier logement, une alternance, une formation, pouvoir accéder à la vie associative et culturelle, c'est tout simple, viens nous voir.
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sorti du système scolaire, tu es sans emploi, la mission locale est faite pour toi. Grâce à la mission locale, nous allons t'aider à trouver ton futur métier. Tu vas pouvoir participer à des ateliers et ensuite faire des stages en entreprise afin de construire ton projet professionnel. Mais pas que. On va pouvoir également t'aider à faire ton CV pour qu'il soit le plus efficace possible. Tu vas pouvoir accéder à des offres d'emploi et te préparer également aux entretiens d'embauche. Avant de trouver ton premier travail, tu auras certainement besoin d'un financement. Tu auras certainement besoin d'une qualification, d'une formation. Eh bien, toi et moi, nous définirons ensemble ton projet professionnel. À la mission locale, on parle également de tout. On parle de santé, de handicap, de mobilité, d'aide au logement. Et avec tous nos partenaires, nous allons pouvoir t'aider à avancer dans la vie. Mais ce n'est pas tout. Tu as envie de voyager, de créer ton activité, de t'engager dans la vie associative. Nous pouvons t'aider à réaliser tes rêves. Tu veux un petit conseil? Je suis sûr qu'il y a une mission locale pas très loin de chez toi. Viens nous voir. Donc, merci beaucoup pour la diffusion de cette vidéo qui montre bien évidemment l'accompagnement dit global qu'on propose aux jeunes qui sont accompagnés par les missions locales avec une volonté d'insertion professionnelle vers l'emploi. Maintenant, je vais vous parler de l'offre de services des missions locales à destination des entreprises dans le cadre de l'accompagnement au recrutement. Ça commence effectivement par aider au recrutement en se rendant auprès de l'entreprise qui nous sollicite pour faire un diagnostic RH et finalement un conseil, un premier niveau de conseil au recrutement. C'est-à-dire de bien cerner le besoin en recrutement, quel type de contrat est souhaité par l'entreprise et à partir de cette analyse, peut-être de proposer une solution de recrutement d'un contrat aidé. Donc, ça permet à l'entreprise de bénéficier les aides de l'État, les aides aux entreprises, puisque les missions locales sont prescripteurs du service public de l'emploi et donc vont avoir cette notion de conseil auprès des entreprises. Dans un deuxième temps, dans le cadre de recrutement de collaborateurs, il peut être effectivement assez intéressant de dépasser le stade du entretien, CV, lettre de motivation. Et donc pour ça, les missions locales ont développé plusieurs méthodologies de recrutement innovantes, donc qui peuvent être basées sur le sport, qui permet finalement de détecter des esprits d'équipe, qui peut être aussi permettre d'évaluer des prises d'initiative. Ça peut être par l'intermédiaire du jeu vidéo, c'est-à-dire que le recruteur et le jeune vont s'asseoir côte à côte, non pas face à face, mais côte à côte, c'est assez important, pour jouer une partie d'un jeu vidéo donc plutôt ludique, où finalement le jeune connaîtra le jeu vidéo, pas forcément le recruteur, et ça sera au jeune de présenter le jeu, de expliquer les règles du jeu, et donc ça montre des capacités pédagogiques, capacité peut-être de prise de décision, d'accompagnement, et puis ça change le rapport de force, puisque c'est le jeune finalement qui a le savoir sur le jeu vidéo. Il y a également aussi le développement d'escape games. Donc les escape games qui sont une suite d'énigmes à résoudre pour pouvoir réussir une évasion et qui permettent de montrer des compétences d'adaptabilité, de compréhension, de réactivité, mais aussi d'esprit d'équipe, encore une fois. Et donc on est là finalement pour trouver le collaborateur qui soit bénéficie des compétences dont vous avez besoin, ou alors qui sera en capacité de développer les compétences dont vous avez besoin au sein de vos entreprises pour vous développer. Une fois le recrutement effectué, il y a un travail d'accompagnement dans l'emploi. C'est-à-dire que la mission locale peut continuer à suivre le jeune lors de sa phase d'intégration au sein de l'entreprise, de l'artisan qui l'aura recruté, et également en réalisant des bilans réguliers dans l'entreprise, notamment dans le cadre des contrats aidés, puisqu'il y a un entretien en amont au bout d'un mois et puis un mois avant la fin du contrat. Et puis, la mission locale a développé bien souvent une relation de confiance avec le jeune et donc peut jouer ce rôle de médiation au besoin. Et puis, le dernier aspect qui est assez important, c'est aussi de valoriser les entreprises locales. Les missions locales ont une volonté de connaître de manière la plus précise possible le tissu
économique locale, les besoins en recrutement locaux et d'en informer les jeunes de ce même territoire. On sait que les jeunes ont des problématiques de mobilité, qu'une bonne partie d'entre eux souhaitent travailler au sein de leur territoire et donc à la mission locale de les accompagner dans la connaissance des métiers qu'ils recrutent dans leur localité. Et donc pour ça, il y a la mise en place de visites d'entreprise, il y a la mise en place de stages de découverte, de PMSMP, période de mise en situation professionnelle. Et tout ça, effectivement, ça participe à l'insertion des jeunes dans l'emploi, mais également au recrutement des entreprises, des jeunes de leur territoire. Je rebondis effectivement sur ce qui a été dit par M. Gréau au niveau de la task force régionale qui intègre effectivement au Proche Emploi les missions locales. En 2021, pour le secteur de l'hôtellerie, café, restauration, autour de mai et en prévision de la saison estivale, il y a vraiment des actions qui ont été mises en place, qui ont découlé finalement au recrutement de plus de 3000 jeunes des missions locales. Je pense qu'on a tenu quasiment les 8000 recrutements sur le territoire des Hauts-de-France entre mai et juillet 2021. Donc, on a vraiment réussi collectivement à satisfaire un besoin en recrutement très important. Il y a aussi effectivement, et je pense que Hatim de la CMA en parlera peut-être également, eu la mise en place de 53 opérations portées en partenariat avec la CMA pour les artisans, mission locale, Proche Emploi, Pôle Emploi, avec un type de recrutement, je dirais, différent, c'est-à-dire que les restaurateurs qui souhaitaient recruter faisaient passer des entretiens d'emploi au sein même de leur structure, ce qui permettait finalement aux jeunes ou aux moins jeunes qui cherchaient un emploi de voir le cadre de travail dans lequel ils allaient travailler. On parlait de la marque employeur, de l'environnement de travail, c'est très important. Et donc, c'est en faisant peut-être preuve d'adaptation aux nouvelles inspirations des jeunes qui souhaitent accéder au marché du travail et des entreprises dans leur recherche de compétences qu'on peut réussir à trouver le match en termes de recrutement. Alors, j'ai communiqué à Sébastien l'intégralité des chargés de relations entreprises, des missions locales qui peuvent vous accompagner dans votre démarche de recrutement. Il n'y avait pas d'intérêt à l'afficher tel quel de but en blanc. Et je vais laisser la parole à Virginie, qui est justement chargée de relations entreprises au sein du mission locale de Saint-Omer. Bonjour à tous, merci Antoine. Donc, tu as déjà été très, très complet dans la présentation. Donc, moi, je vais présenter la mission locale de Saint-Omer et vous présenter un petit peu les actions qu'on peut mettre en commun avec les partenaires de l'emploi et à destination de nos publics. Donc, mission locale de Saint-Omer. Donc, nous sommes depuis début d'année regroupés avec le PLI. Donc, nous appelons dorénavant la maison de l'insertion professionnelle et l'emploi du pays de Saint-Omer. Donc, nous sommes 42 salariés et nous intervenons sur 105 communes. Donc, nous avons énormément de communes rurales. On intervient sur 3 communautés de communes. Donc, la communauté de communes du Pays de l'Indre, la communauté de communes de la région d'Audruic et la Capsou pour Saint-Omer. Donc, effectivement, on a eu l'habitude depuis quelques années d'aller vraiment à proximité de nos publics qu'on accueille et également des entreprises. Nous avons 3 antennes avec des conseillers permanents pour être au plus près des publics, donc notamment sur l'Indre, sur Audruic et sur Aire-sur-la-Lys. Donc, je vais vous présenter vous illustrer un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Donc, on organise effectivement des visites entreprises en zone plus rurale pour découvrir un petit peu le réseau d'entreprises de notre bassin, pouvoir proposer aux entreprises des périodes d'immersion pour les jeunes et les moins jeunes qu'on accueille, donc pour découvrir les métiers un petit peu en tension qui sont en pénurie de main-d'œuvre, donc pour travailler le projet professionnel. Donc, on met en place ce qu'on appelle des périodes des PMSMP, des périodes d'immersion, où derrière, des chargés de relations entreprises vont prendre le relais, donc soit pour avoir un peu plus de détails sur les offres d'emploi que les entreprises ont besoin, ou également
pour travailler avec le jeune ou le moins jeune en période d'immersion, pour travailler plus sur le projet professionnel. On a, pour illustrer un petit peu ce que Antoine a dit, on est effectivement prescripteur des contrats aidés au niveau de la mission locale, donc des CIE pour le secteur marchand et des PEC pour le secteur non marchand. Récemment, on a été interpellé par un artisan paysagiste, vraiment en zone rurale, au sud de l'Indre, qui était en plein développement et qui souhaitait donc recruter soit en alternance ou sur un CDD. Donc, on l'a accompagné déjà sur son recrutement. Donc, on a pré-ciblé un petit peu les personnes qui pouvaient correspondre à ses prérequis et à ses besoins. Donc, les chargés de relations entreprises et les CIP ont fait un pré-ciblage des candidatures avant d'envoyer les quelques CV à l'entreprise. Donc, ça permet à l'entreprise d'avoir un peu un gain de temps et de ne pas devoir peut-être recevoir un grand nombre de candidats, puisqu'une présélection a été faite en amont. Donc, ensuite, on propose systématiquement, très régulièrement à l'entreprise, une fois que le candidat a été sélectionné ou présélectionné, donc une période d'immersion. Donc, on va valider plus le savoir-être, si c'est de l'alternance, parce que forcément, on ne va pas juger la personne sur ses compétences professionnelles. Donc, ça permet à l'entreprise de tester un petit peu le candidat sur son savoir-être. Et une fois que le profil a été validé par l'entreprise, on est en appui aussi sur le type de contrat que l'employeur pourra mettre en place. Donc là, notamment sur ce cas précis, donc pour le paysagiste, donc il hésitait entre l'alternance et puis le contrat aidé, donc le CIE, avec une prise en charge de l'État pour couvrir un petit peu, on va dire, les frais. Donc, on a pu mettre en place avec cette entreprise donc un CIE, donc un jeune qui avait déjà une petite expérience, donc qui a pu entamer donc un premier contrat CDD de 6 mois en vue d'un CDI. Donc, l'employeur en plein développement était vraiment prêt à s'engager sur un long contrat. Et on a également pu mettre en place un contrat d'apprentissage. Donc là, pareil, on a été le relais parce que l'artisan ne maîtrisait pas la formation, ne connaissait pas les centres de formation, les CFA. Donc nous, on a également été un peu on a un peu le vecteur le lien avec le CFA ici de Saint-Omer et l'artisan pour qu'ils puissent se mettre en relation et mettre en place effectivement le contrat d'apprentissage. Et en amont de ça, on explique forcément toujours aussi à l'entreprise les différents types de contrats et les avantages que les uns et les autres peuvent avoir en fonction de sa situation. Donc, comme Antoine le précisait, donc on va vraiment de plus en plus vers les entreprises et vers les publics. Donc, on organise des mini-job dating dans les communes, donc avec une mise à disposition de salles communales avec les mairies. On a également des entreprises qui interviennent maintenant aussi au pied des immeubles. Donc ça, c'est notamment avec la Cité de l'Emploi qui est portée aussi par l'AMIP, où des entreprises et puis des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville peuvent être en relation avec des employeurs qui sont en recherche de profils et d'emploi. Donc voilà un petit peu ce qu'on met en pratique au quotidien au sein de la mission locale de Saint-Omer. Merci Virginie. Tu veux reprendre la parole, Antoine, pour continuer? Est-ce que vous pourriez nous parler, on avait échangé ensemble sur les aides que vous apportez dans le cadre de vos actions? Alors effectivement, pour être un peu plus spécifique sur les aides qu'évoquait Virginie, notamment le CIE, à aujourd'hui, c'est 35% du SMIC, donc du salarié qui est pris en charge par l'État si l'entreprise recrute pour un contrat CIE. Si c'est une association qui peut bénéficier d'un PEC
ou finalement d'une communauté de communes, une intercommunalité, le PEC aujourd'hui, c'est 40% du SMIC qui est pris en charge par l'État. Et il existe également une autre aide qu'on appelle les emplois francs, qui sont à destination des personnes résidentes des quartiers prioritaires politiques de la ville, les quartiers QPV. Et donc là, l'aide finalement est au prorata en fonction du type de recrutement, qui peut monter jusqu'à 15 000 € sur 3 ans si la personne est recrutée en CDI. L'objectif étant effectivement que l'État compense le risque pris par l'entreprise en recrutant une personne qui n'a pas forcément toutes les compétences, mais qui lui propose tout de suite un contrat à long terme. Et donc, l'État compense la prise de risque par une aide financière directe à l'entreprise. Je me permets aussi, Sébastien, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat concernant la mobilité des jeunes en zone rurale. La mobilité des jeunes est une problématique d'autant plus prégnante en zone rurale. À ma connaissance, il n'y a pas d'aide pour un dispositif vélo électrique ou achat d'un vélo. Pour autant, les missions locales ont développé des services mobilité. Donc, ça peut être effectivement, dans une première étape, les démarches administratives pour obtenir les aides pour financer le permis de conduire. Ça peut être aussi, au sein de missions locales, l'installation de postes de conduite virtuels qui permet finalement aux jeunes de s'entraîner à la conduite et donc de minimiser le temps d'heures de conduite nécessaire auprès d'une auto-école qui peut avoir un coût considérable. C'est également aussi une volonté d'aller au plus près possible en organisant les examens du code de la route au sein même des structures des missions locales, puisqu'aujourd'hui, la Poste a cette possibilité de délocaliser les centres d'examen. Donc, il y a une réelle volonté d'essayer de ouvrir un maximum de possibilités aux jeunes via la mobilité. Et Virginie va apporter un complément. Oui, donc pour répondre à votre question, donc nous sur Saint-Omer, on a également une association qui fait de la location de véhicules, de location de vélos électriques et de scooters. Donc pour tout jeune qui rentre en emploi ou en formation, il y a possibilité de faire cette demande auprès de l'association. Et notamment au niveau de nos dispositifs d'accompagnement, donc PACEA et CEJ, dans les contrats d'engagement jeune, le jeune bénéficie d'une allocation mensuelle en fonction de ses démarches. Donc souvent, cette allocation-là est utilisée également pour avancer ou démarrer dans l'apprentissage du permis de conduire. Donc c'est aussi une aide, on va dire, financière que le jeune se voit octroyer et peut utiliser pour continuer, je dirais, son démarrage ou sa continuité de permis. Et également dans les ateliers CEJ et avec cette association, pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage au niveau du code de la route, on met en place des ateliers collectifs qui permettent également aux jeunes d'être accompagnés avec un formateur ou une personne de l'association pour les aider à l'apprentissage du code et qu'ils appréhendent un peu moins cet apprentissage en fait. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place justement pour pallier à ce problème de mobilité qu'on rencontre malgré tout, mais pour lequel on peut quand même trouver des solutions aussi bien financières que d'accompagnement. Merci pour vos réponses, merci pour ces compléments. Je vais partager là, du coup, le fichier que tu m'avais transmis, Antoine, sur les différents contacts missions locales sur la région de France. Donc, les participants, si vous voulez le télécharger, c'est le moment, puisqu'on va le faire disparaître dans peu de temps. Donc voilà, vous avez ce document complémentaire à la présentation d'Antoine et Virginie. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Virginie et Antoine? Comment se passe votre activité en ce moment? C'est plutôt croissant, c'est plutôt morose? Comment ça se passe en ce moment? Alors, on sent que le tissu économique est un peu en train de se chercher. C'est-à-dire que des recrutements qui avaient été démarrés sont parfois mis en stand-by. D'autres entreprises continuent à recruter. On sait que pour les TPE-PME, l'impact est tout de suite très grandissant
recruter une personne ou non a un impact financier réel sur finalement le chiffre d'affaires et sur l'économie globale de la société, ce qui est moins le cas pour les grosses entreprises. Donc, on est plutôt dans une phase effectivement où le tissu économique se cherche. On n'a pas de ralentissement en tant que tel, mais on est plus sur la croissance qu'on a connue sortie de crise sanitaire, où effectivement 2021 a été une très grosse année en recrutement et puis une très grosse année de recrutement en alternance aussi. C'est vraiment aujourd'hui une filière qui se développe beaucoup sur le territoire. Si aujourd'hui vous souhaitez recruter, que ça soit en CDD, CDI ou en alternance, n'hésitez pas à contacter la mission locale via le document qui est disponible. L'objectif, effectivement, c'est d'être un point d'entrée pour toute entreprise qui ne se retrouve pas seule finalement dans sa démarche de recrutement. Il y a effectivement des secteurs, c'était l'hôtellerie, café, restauration, où c'est difficile à recruter et on ne peut pas forcément faire des miracles sur tous les secteurs, mais vraiment, à aujourd'hui, que ça soit sur le public à accompagner ou sur le tissu économique, il y a une coordination d'acteurs qui font en sorte qu'on peut être accompagné dans ces démarches et ne jamais être seul face à sa situation de recrutement. Je remets tes coordonnées parce qu'il y a une participante qui voulait les avoir de nouveau. Merci à tous les deux. Est-ce que vous souhaitez qu'on regarde la petite vidéo que vous nous avez transmise? Alors, on avait regardé la vidéo, c'était la présentation justement de la mission locale pour les jeunes. Ah oui, exact, autant pour moi. Tu vois, j'ai vu. Je me suis fait piéger. Merci à tous les deux. Donc, je vais passer maintenant la parole à Hatim, donc Hatim El Kabli de la Chambre de métiers des Hauts-de-France, donc qui est en charge de la politique de la ville pour la Chambre de métiers de région, qui va nous parler du coût de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville, mais également d'apprentissage. Bonjour Hatim. Bonjour Sébastien, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de vous présenter en fait l'offre de service de la Chambre de métiers, mais plus spécifiquement en fait une nouvelle offre qu'on a développée il y a à peu près 1 an en fait dans notre implication dans les quartiers prioritaires, donc dites des zones fragiles, avec effectivement une logique en fait de captation des publics, mais également en fait de sécurisation des parcours. Donc, je vais essayer de présenter dans un premier temps la Chambre de métier, recontextualiser un petit peu les choses. Tu peux avancer, Sébastien, s'il te plaît. Tu as la main, Hatim. Ah, c'est okay. Oui. J'ai mis des informations, notamment concernant mes coordonnées. Vous les aurez éventuellement, si nécessaire, toujours sur savoir que la Chambre de métier, c'est beaucoup de services. C'est une grande maison, effectivement, qui englobe à la fois l'accompagnement à la formation, à l'apprentissage, mais également un accompagnement sur des sujets de l'entrepreneuriat, sur l'assistance aux formalités également. Donc, effectivement, je vais essayer de me concentrer spécifiquement sur l'axe qui est le mien, c'est-à-dire les quartiers prioritaires et notre implication à travers, effectivement, aussi des vidéos qu'on pourra diffuser tout à l'heure. Donc, grosso modo, la Chambre de métier, donc c'est une chambre consulaire qui est gérée, effectivement, par des chefs d'entreprise qui eux-mêmes en fait ont soit boulanger, boucher, en fait toutes les activités de l'artisanat. Elles représentent en fait finalement 4 secteurs spécifiques, en fait les métiers donc du service, de l'alimentation, du bâtiment et de la production. Quelques chiffres rapides sur la représentation artisanale. Donc, l'artisanat dans les Hauts-de-France, c'est à peu près 110 010, en fait, 110 010 entrepreneurs, artisans, donc avec une segmentation, en fait, par secteur d'activité qui est pas totalement homogène. On a beaucoup d'activités, notamment dans le bâtiment, mais également des activités, en fait, dans le domaine de la production, du service également. Les immatriculations, en moyenne, c'est à peu près, j'arrondis à 17 000 immatriculations par an, notamment sur l'année 2021, avec une proportion importante en fait, de dirigeants, d'à peu près 115 000 dirigeants d'entreprises dans les métiers de l'artisanat.
Je vais essayer d'aller vite sur les chiffres, hein, pour pas que ce soit trop... parce qu'on n'a que 15 minutes en ce qui me concerne. Tu as un petit peu plus de temps, Hatim, je te rassure. D'accord. Oh, bon, bah, ça va. Super. En termes en fait, d'établissements employeurs, on a 150 000 employeurs. Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement de la problématique qui est liée aux embauches. Effectivement, il y a des métiers en tension qui sont bien présents. Alors, pour les citer, on a principalement en fait les métiers de la coiffure, les bouchers, boulangers, pâtissiers, charcutiers. Donc, c'est effectivement des métiers précisément sur lesquels il y a une orientation assez compliquée, notamment dans la captation en fait de ces potentiels salariés. Mais on peut aussi effectivement identifier également les ouvriers non qualifiés, les agents d'entretien, les aides à domicile, en fait, une bonne partie des activités. Pour autant, les artisans restent quand même, face à la crise, ont quand même tenu le coup, parce qu'effectivement, on a identifié face à la crise, il y a à peu près, en fait, 1,7%, notamment les emplois salariés ont mieux résisté dans l'artisanat pendant la crise sanitaire, avec un taux de plus 1,7% entre 2019 et 2020. Donc, juste pour resituer les choses. Alors, l'artisanat comme opportunité pour accéder à un métier dans le cadre d'un changement de profession. Alors, on parle effectivement de transition professionnelle. Les métiers de proximité, ce sont des métiers qui donnent envie parce que c'est des métiers qu'on connaît, effectivement, tous ces métiers qui font partie de notre entourage. Donc, pour une transition professionnelle encadrée, donc les solutions que propose la Chambre de métiers, notamment en matière de transition ou d'offres de services, on a effectivement des formations en lien avec l'artisanat. On a à peu près 20 antennes précisément en fait dans les Hauts-de-France. On a la possibilité pour les publics de découvrir des métiers, notamment par des immersions en entreprise. Alors, je parlerai de certains dispositifs précis qui accompagnent des publics jeunes, mais également en fait des personnes qui ont des difficultés, notamment sociales et économiques. L'accompagnement à la création d'entreprises. Alors, c'est un focus particulier dont je parlerai parce qu'effectivement, l'action à destination des quartiers prioritaires, elle avait été de prime abord en fait orientée principalement sur la sensibilisation et l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, considérant qu'effectivement la création d'entreprise était finalement un ancrage, un axe de motivation pour les personnes très éloignées de l'emploi et qui leur permettait en fait de construire avec eux en fait un parcours entrepreneurial, mais dans ce parcours entrepreneurial, il y avait également effectivement l'acquisition d'expériences, parfois de formation, et qui contribuait parfois finalement en fait à la réalisation professionnelle. Et dans le chemin, effectivement, il y avait parfois une volonté pour certains effectivement de choisir le salariat, mais l'entrepreneuriat finalement n'était qu'un prétexte. Et j'expliquerai comment on a procédé pendant une année en fait sur des actions concrètes. Et effectivement, la Chambre de métier, c'est également un réseau fort d'entrepreneurs et de partenaires. Alors, on a beaucoup parlé de transversalité entre partenaires. Effectivement, aujourd'hui, on vit tous les mêmes réalités, c'est-à-dire, on parlait des métiers en tension, on parlait de capter les jeunes et effectivement de leur donner envie, parce que le fait d'aller vers, c'est une chose, mais leur donner envie, c'est, je pense, une autre chose. Donc, on essaie effectivement de se mobiliser. On parlait tout à l'heure, Antoine parlait je pense que tu voulais parler des job dating, notamment qui étaient organisés dans le cadre d'ESPEL, où effectivement, on a mobilisé des employeurs. L'objectif était de matcher, si vous voulez, les potentiels, les jeunes, mais les moins jeunes, en fait, sur une logique d'embauche. A priori, effectivement, ça a été un vrai succès. Je pense que ça continuera dans cette démarche-là. Mais je pense que ce qui est réellement important, et on le voit, c'est de travailler ensemble, parce qu'on a tous finalement des actions et des services complémentaires. Et l'objectif étant pour nous, en fait, de rationaliser en fait nos opérations. 80 métiers, 150 formations, de niveau 3 au niveau 5, CAP, BEP. On est effectivement sur le marché des compétences et c'est fondamentalement important pour nous de le préciser.
c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un marché de l'emploi, mais il y a d'abord en fait un marché de compétences où parfois il y a à la fois des reconversions professionnelles, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin effectivement d'acquisition de compétences pour apporter une valeur ajoutée en fait à leur démarche professionnelle. Et c'est ce qui fait effectivement que nous aujourd'hui en tant que chambre de métier, on a effectivement cette capacité aujourd'hui à pouvoir accompagner les personnes dans leur montée en compétences par nos organismes de formation. Je vous montrerai tout à l'heure une cartographie en fait de la répartition de nos centres de formation. 80 diplômes au titre dans les métiers de l'artisanat. Alors, succinctement, on y trouve les métiers de bouche, l'hôtellerie, la fleuristerie, le commerce, l'optique, les prothèses dentaires, automobiles, coiffure, photographie, électricité, installateur thermique, toilettage canin. Grosso modo, sur la métropole lilloise, on a 3 centres de formation. Donc, le principal qui est situé sur l'île, où effectivement on propose toutes les activités en lien avec la coiffure, l'hôtellerie, crémier, fromager, on ne le voit pas dans la liste, la restauration, etc., etc. Et en fait, on n'est plus sur des métiers d'alimentaire, sur le Tourcoing au Virelois ou les CEFMA de Tourcoing. Et évidemment, l'ensemble des organismes de formation dans ce centre de formation répartis sur le territoire des Hauts-de-France. On a à peu près 8000 apprentis, 7000 stagiaires de la formation continue, je le reprécise, 110 000 entrepreneurs, et finalement, plus de 1000 collaborateurs en fait au service des bénéficiaires, mais aussi des chefs d'entreprise dans le cadre de leur développement et de la pérennisation effectivement de leur activité. Je tiens aussi à préciser que, notamment en matière d'apprentissage, à peu près 80% des apprentis formés dans les CFA trouvent un emploi dans les 7 mois après leur diplôme, après l'obtention de leur diplôme. Et qu'on a grosso modo, à la fin juin 2022, on est à peu près à 3200 offres d'apprentissage qui ne sont pas pourvues au sein des CFA. Donc, il y a effectivement un vrai potentiel en matière en fait d'octroi de solutions pour les publics. Alors, une petite cartographie montrant effectivement qu'il y a à peu près 41, et je dirais même précisément 41 antennes, donc des personnes effectivement, des agents qui sont présents au service en fait des artisans et des publics, 20 antennes de formation réparties sur l'ensemble des Hauts-de-France. Donc évidemment, ça reste quand même une organisation assez complète et finalement en fait une possibilité pour nous de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes en matière de montée en compétences par le biais de nos outils de centre de formation. Alors, la filière artisanale pour une CMA facilitatrice dans la démarche de transition professionnelle et auprès des publics fragilisés, entre autres. Alors évidemment, je parlerai des publics fragiles parce que c'est mon sujet, mais pour autant, la filière artisanale finalement reste un vecteur en fait accessible pour l'ensemble en fait des potentiels bénéficiaires dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Alors quelques chiffres, notamment en matière de. Alors, hop, je vais foncer parce que c'est un tout petit. Excusez-moi. Alors. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, en fait, notre implication dans les quartiers prioritaires. Donc, savoir que les habitants en QPV sont 3 fois plus pauvres que la moyenne nationale, donc, qui est du taux en QPV d'à peu près 42%, pour 14% en France de manière générale. Nous avons pendant un an mobilisé, un peu plus d'un an en fait, mobilisé nos efforts, notre offre de services, notamment au profit en fait des habitants en quartier prioritaire. Donc une volonté clairement de la CMA de déployer son offre de services à destination de ces publics-là. L'objectif est surtout de marquer notre présence dans ces zones fragiles en apportant des solutions concrètes afin de personnaliser le parcours des bénéficiaires
et en leur apportant des solutions opérationnelles. Alors, comment ça se traduit? Grosso modo, c'est la mise en place en fait d'un diagnostic professionnel en fait, hein, sur lequel on va capter le besoin. On part quand même du besoin ou du principe où le bénéficiaire, on part d'abord de son besoin et en fonction de son besoin, on essaie de construire avec lui une logique de parcours en fait, autant sur un parcours de montée en compétences par la formation, autant effectivement sur une logique peut-être d'accompagnement à la création d'entreprise, et on le verra que dans les quartiers prioritaires, il y a quand même une proportion relativement importante en fait de personnes portées en fait vers les sujets de la création d'entreprise pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être effectivement la flexibilité au travail. Hein. On est effectivement face à des publics qui sont en fragilité économique et sociale, et parfois effectivement, il y a des freins à l'embauche qui sont bien présents et sur lesquels il faut travailler. Donc l'objectif, donc les enjeux de la CMA, c'est de spécifier donc notre présence sur ces territoires comme acteur majeur en fait du commerce de proximité, d'apporter évidemment notre expertise sur le terrain, de développer les entrées en formation à travers une dynamique collective et ciblée en favorisant le développement des compétences. Donc on est aussi dans cette logique effectivement de monter en compétence de ces publics-là, de faire la démonstration que ces publics fragiles nécessitent un accompagnement de type en fait coaching préalable en fait à une entrée à un accompagnement de droit commun. Donc on est effectivement bien dans une complémentarité notamment des actions qui sont déjà menées. Hein. On a nous une équipe de chargés notamment de développement économique au sein de la Chambre de métiers qui accompagne les chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a un sas préparatoire pour des publics sur lequel effectivement il y a une logique en fait parfois de remise en confiance, mais également de réseau, et dans lequel en fait on va travailler spécifiquement sur des actions innovantes que je présenterai après. Il y a également des actions en lien avec les personnes bénéficiaires du RSA, donc je pense au dispositif notamment ESA, porté par le département, et qui a vocation spécifiquement à cibler les personnes bénéficiaires du RSA et de les accompagner dans leur logique emploi ou parfois entrepreneuriale ou formation. Sensibiliser, valoriser les artisans installés en QPV par aussi une valorisation de l'existant, des artisans installés. Donc, ils sont à peu près, on les a à peu près de 6 598 entreprises artisanales dans les Hauts-de-France, à peu près 3 200 en fait sur la métropole lilloise. L'objectif pour nous est de les valoriser. On met en place des chartes qualité, donc qui effectivement leur permet effectivement de valoriser en fait l'activité artisanale par une reconnaissance, de la chambre de métier, mais également de les sensibiliser. On en parlait tout à l'heure en fait aux emplois francs, qui est effectivement un levier parfois nécessaire justement pour embaucher et pour faciliter les embauches. Il y a des dispositifs d'aide qui existent, notamment pour les personnes aussi qui s'installent en quartier prioritaire. Je pense à Cap Quartier, je pense à la prime jeune, etc., etc. La représentation des quartiers prioritaires sur la métropole, on compte à peu près 21 communes, 26 quartiers prioritaires qui représentent à peu près, je dirais, 360 000 personnes. Donc à peu près 20 000 en quartier prioritaire, 200 000 en quartier prioritaire et 160 000 en quartier de veille. Voilà. Donc ça, c'est pour la représentation, notamment un petit focus sur ce que représentent les quartiers prioritaires, notre implication. Alors maintenant, je vais venir au projet UP. Le projet UP, c'est un projet qu'on a monté toute pièce finalement pour justement valoriser notre offre de service et la dédier en fait à l'initiative professionnelle, je dis bien l'initiative professionnelle à destination des personnes en quartier prioritaire. Quand je parle d'initiative professionnelle, on est parfois aussi là pour le coup dans une transition professionnelle, mais avec la possibilité pour nous effectivement d'accompagner des personnes sur une logique, comme j'ai dit tout à l'heure, de monter en compétences, mais également de la création d'entreprises, mais également en fait de favoriser en fait des accès à l'emploi par notre réseau d'artisans. Donc, les porteurs de projets professionnels installés en quartier prioritaire de la ville souhaitant créer leur entreprise ou trouver une sortie positive en vue de s'insérer professionnellement.
L'objectif est de permettre de donner des perspectives professionnelles, donc en construisant avec le bénéficiaire son parcours professionnel, l'amenant potentiellement à la création d'entreprise à moyen ou long terme. Encore une fois, la logique de création d'entreprise est bien présente effectivement dans cette approche-là. Par contre, elle n'est pas figée. On considère que l'entrepreneuriat est finalement un angle de motivation qui leur permet effectivement de projeter en fait un projet et pourquoi pas dans une logique de parcours effectivement travailler sur une logique de montée en compétences par la formation et parfois de l'emploi pour l'acquisition d'expérience. La finalité étant la valorisation en fait de la création d'une entreprise. Donc les étapes du projet Up, c'est quoi? Donc c'est une équipe d'experts en entrepreneuriat, notamment dans le parcours professionnel, qui donne effectivement les clés pour construire son projet entrepreneurial ou trouver un emploi. Donc l'objectif étant, dans un premier temps, de rencontrer un expert dans le cadre d'un diagnostic du parcours professionnel, genre de bilan de compétences qui va permettre d'identifier et de flécher le besoin, et effectivement, en fonction des besoins qui seront identifiés, de construire avec le bénéficiaire une feuille de route opérationnelle qui l'amènera, sur lequel on va prioriser l'internalisation en fait du parcours, parce qu'on a effectivement une offre de services assez complète, mais pas que. On travaille également avec les partenaires, on le verra dans les actions concrètes que je vais vous présenter après, dans lequel l'objectif est de sécuriser son parcours et qu'on se retrouve effectivement avec un référent par bénéficiaire qui permet de flécher et surtout de sécuriser le parcours. Donc, découverte des métiers, c'est un prérequis important. On a la prépa apprentissage, notamment pour des publics jeunes, donc avec des immersions également en entreprise, le dispositif ESA, notamment pour l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA. Les formations proposées, c'est des formations en alternance, formations continues, contrat professionnel, emploi. L'entrepreneuriat comme un parcours d'accompagnement est proposé également en fait en finalité. Pendant tout ce parcours-là, effectivement, on accompagne les personnes dans leur logique entrepreneuriale avec effectivement une offre de services assez complète. Alors, le slogan de l'action projet Up, c'est on peut perdre un emploi, mais pas un métier. Effectivement, la logique de compétence est bien présente. On essaie de valoriser un maximum les personnes en leur disant que le champ des possibles est ouvert à eux et que l'octroi finalement en fait d'un métier, la possibilité d'acquérir en fait un métier, c'est à leur portée avec une logique d'accompagnement pour nous qui se veut complète puisqu'on essaie de travailler autant en transversalité par rapport à nos services, mais également en fait avec les partenaires. Je pense à l'ensemble des partenaires qui sont ici présents, mais également les partenaires du Pôle emploi, de Branche Emploi, etc. Quelques actions concrètes. Alors, une action à destination notamment des femmes pour aussi être dans une logique effectivement d'égalité homme-femme, dans le sens où grosso modo, l'objectif pour nous étant d'intégrer les quartiers prioritaires. Alors, c'est une action qu'on a notamment menée avec le Pôle emploi. Donc, on parlait justement de transversalité. L'objectif étant de valoriser, en fait, le sujet est très simple, c'est tu es chef d'entreprise, tu es une femme chef d'entreprise, tu es une femme au foyer, tu as effectivement les mêmes compétences, mais tu ne le sais pas encore. Et en fait, pendant cette période donc qui a duré à peu près 2 semaines en fait d'incubation, dans lequel elles ont travaillé sur les soft skills, elles ont travaillé également en fait sur le métier de la restauration. Alors non pas que leur projet soit en fait d'être cuisinière ou de travailler dans la restauration, mais c'est parce qu'on considérait effectivement que le métier de la restauration, c'est un métier assez complet dans lequel on gère des stocks, on gère des ressources humaines, etc., etc. Tout ce que ces personnes font au quotidien et le corollaire est fait en fait sur le sujet entrepreneurial. Et à l'issue en fait de ce qu'on a appelé nous une masterclass, à destination des femmes, elles ont préparé en fait un plat collectivement et un club a été créé, un club de femmes, notamment c'est au Pôle emploi de Vaucanson où on a effectivement créé un club de femmes, le premier club de femmes entrepreneurs en quartier prioritaire,
L'objectif étant pour nous, évidemment, de les accompagner dans leur projet. Alors, je précise bien que ce n'est pas forcément, en fait, des chefs d'entreprise en vocation. C'est aussi des personnes qui recherchent un emploi ou une formation. La logique étant, pour nous, effectivement, de travailler avec elles sur leur projet professionnel et de mettre en place avec eux une feuille de route. Mais vous pourrez, si vous voulez, me poser des questions après, spécifiquement sur le sujet. Je vais vous montrer également une petite vidéo du travail qui a été mené donc par Projet Up en lien avec, alors, petite précision, c'est effectivement 3 femmes issues des quartiers prioritaires, toutes bénéficiaires en fait du RSA, donc en fragilité aussi sociale et économique importante, mais qui avaient un projet. En fait, le projet, au démarrage, c'était effectivement d'ouvrir un salon de thé. Et à l'issue des entretiens qu'on a eus, effectivement, il manquait effectivement une petite pierre à l'édifice, et on les a accompagnés en fait dans la démarche en fait de monter en compétences en les intégrant en fait dans une formation au centre de formation Virolois, notamment pour obtenir un diplôme en CAP pâtisserie. Et aujourd'hui, elles sont créées, mais je les laisserai se présenter. Elles le feront mieux que moi. Tu peux lancer la vidéo. Je m'appelle Férouz Lamouchi, j'ai 34 ans, je suis seule et j'ai 3 enfants. Et j'avais comme projet d'ouvrir un salon thé. Mon entreprise, Les Délices de Ladies, c'est un salon thé familial qui rejoint le concept entre l'Orient et l'Occident, autant de pâtisserie française que de pâtisserie orientale, autant de salé, de sucré, des 2 cultures. Je voulais faire partager un peu ce que j'aime, ce qui nous représente. Mes associés étant très doués en pâtisserie, moi plutôt dans tout ce qui est gâteaux orientaux, je voulais moi aussi m'y mettre. Donc j'ai fait les démarches nécessaires auprès du CMA pour qu'on puisse m'aider en fait dans ce projet-là, ce qui a été fait. Et la découverte, ça a vraiment été un grand coup de cœur pour moi, la pâtisserie. J'ai été accompagnée par le projet Up de la Chambre des métiers en partenariat avec la MED. La CMA m'a accompagnée déjà dans la structure juridique du salon de thé. Nous, en fait, on voulait juste ouvrir un salon de thé, mais on savait pas vraiment comment s'y prendre. Elles nous ont expliqué que il y avait pas que l'ouverture, qu'il fallait une structure juridique, voir un comptable, vraiment exposer énormément de choses en fait avant de pouvoir ouvrir le salon de thé. Et donc ils nous ont mis en contact avec les bonnes personnes. On m'a aussi facilité dans mon année de CAP pâtisserie grâce à eux. Je viens de finir mon année en CAP pâtisserie, en espérant l'avoir bien sûr. Et voilà, j'ai pu grâce à eux réaliser un rêve et j'en suis très heureuse. J'ai maintenant un nouveau rêve, c'est de faire connaître la pâtisserie française à travers l'Europe. Et cette formation en anglais m'aidera à pouvoir faciliter en fait déjà le langage, mais aussi à pouvoir m'installer là-bas et faire connaître la pâtisserie française. Je reprends la main. Alors là, c'est la démonstration. C'est la démonstration en fait qu'effectivement, lorsqu'on va vers les publics ou les publics même viennent à nous, parfois effectivement, la logique de sécurisation de parcours et d'optimisation en fin de parcours, finalement donne un très bon résultat. Aujourd'hui, cette personne, les Délices des Ladies, on les suit dans le cadre de du développement de leur entreprise. Et prochainement, en fait, on leur attribuera une charte qualité pour valoriser également en fait le travail artisanal qui est fait, mais avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage en fait, en sachant qu'elle démarrait effectivement de rien, et donc du coup on a été un appui et on est très très content en fait de ce type de résultat. Je peux pas avancer. Je te propose de passer la deuxième vidéo à Tim si tu veux bien. Ça marche, ok. Parce qu'on arrive presque à alors binaire. Ok. Salut à tous. Ah oui, tu l'as lancé. Okay. Non, vas-y, si tu as un mot à dire, on va. Tu voulais introduire. Je voulais simplement dire en fait que d'autres actions effectivement ont été menées. Alors, on va pas pouvoir les décrire, on lancera la vidéo. Mais du coup, on a pendant un an en fait fait ce qu'on appelle la tournée du bus de l'artisanat dans les quartiers prioritaires, avec effectivement une logique d'aller vers les publics. On a mis en place également plusieurs masterclass, notamment à destination des chefs d'entreprise, et là c'est dans leur globalité,
notamment, ce n'était pas qu'à destination des femmes, avec une logique effectivement d'incubation pendant 1 mois, dans lequel on a travaillé avec eux, donc à peu près une quinzaine de personnes, leur business plan. Elles ont dû pitcher en fait auprès en fait de professionnels de la finance et autres. Et ce qui leur a permis effectivement d'avoir un réseau avec aussi des sorties positives assez intéressantes, puisque sur les 15 personnes qui ont participé à cette masterclass, 9 personnes en fait ont créé leur entreprise et ont obtenu un financement. Donc il y a effectivement un résultat qui est probant. Et la logique, en fait, cette année, on est encore une fois dans cette logique-là. On sera encore sur le terrain. Donc là, on a fait une action. Donc pour la vidéo, c'est une action qui a été faite avec les jeunes des missions locales, notamment d'Armentières, dans lequel on les a mobilisés. Mais je vais encore une fois vous laisser la vidéo parler d'elle-même. C'est Lucas Fidel, je fais partie du projet Speed et je m'occupe de la partie communication. Un projet en collaboration avec le Centre social Salingro. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc le jeudi 3 mars, tous les jeunes du projet Speed Up se sont réunis pour savoir quelles actions il fallait mettre en place pour démarcher un maximum de personnes dans les quartiers prioritaires. Lors de cette journée, Hatim El Kabli de la Chambre des métiers et de l'artisanat est venu nous expliquer comment et pourquoi c'était important de démarcher ces personnes-là. Je le laisse d'ailleurs se présenter à vous. Alors moi, je me présente, moi c'est Hatim El Kabli, en fait, je travaille pour la Chambre de métiers et de l'artisanat et on accompagne en fait les jeunes et les moins jeunes des quartiers prioritaires à trouver des solutions à l'insertion professionnelle, par la formation, la création d'entreprises, l'apprentissage. Alors, bonne question. Là, on travaille justement avec un groupe de jeunes, une visite en fait des personnes des quartiers prioritaires pour leur proposer l'ensemble des solutions de la Chambre de métiers. Très très belle énergie, franchement j'ai adhéré dès le départ, en raccord directement avec l'action que je porte Projet Up. On est sur 2 sujets principaux, c'est trouver des solutions pour les personnes et aussi en fait aller au contact des habitants et aller au contact des personnes qui potentiellement seraient intéressées pour trouver une solution professionnelle. Ensuite, le mardi et mercredi 8 et 9 mars, les jeunes sont passés dans les quartiers prioritaires et ont démarché plusieurs personnes. Et c'est d'ailleurs tous ces jeunes-là du groupe Speed Up que vous retrouvez aujourd'hui en cette journée du 11 mars pour l'inauguration du bus de l'artisanat. Parfait. Bon, merci. Alors, j'ai vu quelques... Il y a une question, mais il faut que je vais te la lire à l'oral si tu veux bien. Donc, est-ce que le parcours Projet Up est applicable dans toutes les antennes des Hauts-de-France? Est-ce qu'un CDE généraliste peut faire un diagnostic? Alors, l'action Projet Up, elle a été portée au niveau métropolitain dans un premier temps. Donc, aujourd'hui, on a une vocation effectivement à déployer en fait cette offre de services spécifiée sur l'ensemble des Hauts-de-France. Pour le moment, effectivement, on s'organise effectivement pour pouvoir le proposer. C'est des choses sur lesquelles il y a une ouverture, sur lesquelles on peut échanger de manière locale en fonction de où l'antenne est. Mais disons que on est dans cette logique de déploiement de cette offre des services à l'échelle des Hauts-de-France. Cette expérimentation-là, des exemples que vous avez vus, ça s'est fait sur la métropole parce qu'effectivement,
c'est sur la métropole lilloise que la densité en fait en matière d'habitants quartiers prioritaires est plus importante. Pour autant, notre volonté est de développer ça à l'échelle des Hauts-de-France, mais de toute façon, vous avez éventuellement mes coordonnées et vous pouvez me contacter pour pouvoir échanger sur le sujet. Très bien, merci pour ta réponse, Atim. Est-ce que Rachel, s'il te plaît, tu pourrais mettre les coordonnées d'Atim dans le chat, s'il te plaît? Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je n'ai pas de questions spécifiques. Je te remercie, Atim, pour cette présentation très détaillée, très complète, et puis pour tout ce que tu fais pour les jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville et le projet que tu portes pour la Chambre de métiers. Merci à tous nos intervenants pour vos présentations, vos interventions, tout ce que vous faites pour la reconversion professionnelle, pour l'apprentissage, pour aider les entreprises à trouver des compétences, pour aider les jeunes à développer leurs compétences, pour aider aux salariés à développer leurs compétences. Merci pour tout ce que vous faites pour l'économie de proximité. Donc, je tiens également à remercier les partenaires qui nous ont aidés à constituer ce cycle de webinaire, qui nous aident à travailler sur ce cycle de webinaire. Donc, c'est le Conseil régional, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est la Chambre de métiers des Hauts-de-France, c'est la CAPEB des Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et le CD2E. Merci également à mes collègues, Rachel et Dorothée, qui gèrent le webinaire en parallèle. Et pour vous dire que donc là, on a fini une première partie de ce cycle de 5 webinaires consacré plutôt, pour faire simple, au développement durable et à l'éducation. Sur les prochains, on est en train de les construire. On est plutôt dans une réflexion pour faire des webinaires, pour mettre en avant toute une politique territoriale d'un ensemble de communes, donc plutôt à l'échelle d'une communauté de communes, d'un EPCI, pour bien démontrer ce que font les élus et les techniciens sur ces territoires pour aider l'économie de proximité à pouvoir s'épanouir et à se développer. Donc ça concerne des thématiques liées à l'aménagement urbain, à la mobilité, à différents sujets complémentaires. Voilà. Donc pour ces prochains webinaires, moi je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, compte Facebook, compte LinkedIn. On vous partagera également ces informations très prochainement, ainsi que les rediffusions des premiers webinaires. Et pour conclure, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon appétit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et également sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir Virginie, au revoir Antoine, au revoir Atim, au revoir Christopher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir à tous. Merci.